l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel. Nous sommes le lundi 13 avril. Ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble toute la semaine pour le journal en français facile. Avec le sommaire. Pour commencer, nous évoquerons le blocus des ports iraniens. Depuis maintenant près de 2 heures, Donald Trump interdit les entrées et sorties des bateaux des ports en Iran. C'est ce que nous analyserons dès le début du journal. Au lendemain de sa large victoire en Hongrie, le futur Premier ministre Péter Magyar s'est exprimé cet après-midi en conférence de presse devant des journalistes venus du monde entier. Vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal aussi, le pape Léon XIV est en Algérie. Notre envoyé spécial nous attend. L'entreprise française Lafarge condamnée pour financement du terrorisme. Son ancien directeur dort ce soir en prison. L'actualité au Bénin. Paul Hungpé reconnaît à l'instant sa défaite à la présidentielle d'hier. Et puis enfin, on savait déjà que l'ours peut attaquer l'homme, mais face à la recrudescence, à l'augmentation des attaques contre les humains, le Japon a décidé d'employer les grands moyens, nous explique à la fin de cette édition Igor Strauss. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Après l'échec des négociations ce week-end entre l'Iran et les États-Unis, le président américain a décidé d'imposer ce qu'on appelle un blocus naval à l'Iran. Washington bloque les ports iraniens depuis maintenant 2 heures. Nouvelle stratégie de Donald Trump, frapper au portefeuille de l'Iran. Ce blocus a notamment pour objectif d'empêcher l'Iran d'exporter, de vendre à l'étranger son pétrole brut. Sachez qu'en temps normal, 2 millions de barils par jour passent par le détroit d'Ormuz. Du pétrole principalement à destination de la Chine, ce qui représente certes des revenus très importants pour l'Iran. Analyse d'Omayoun Falakshai. Il travaille pour l'entreprise Kepler, entreprise qui observe en temps réel les flux de pétrole dans le monde. Ça pourrait avoir un effet majeur puisque toutes leurs exportations, quasiment toutes, passent par le détroit d'Ormuz. En ce qui concerne les revenus, je pense que ça aura plutôt un impact d'ici quelques mois parce que de manière générale, l'Iran est payé une fois que le pétrole est arrivé à destination. Donc ça prend quelques semaines après que le pétrole soit arrivé à destination. Donc la question ensuite qui peut se poser, c'est est-ce que l'Iran peut s'écrouler plus vite que ça ? Je pense que non, parce que en fait ça impacterait leurs revenus d'ici seulement 3-4 mois. Des propos recueillis par Pierre Olivier. Enfin, si le blocus n'est pas respecté, le président américain prévient si l'un de ses navires s'approche ne serait-ce qu'un peu de notre blocus, il sera alors immédiatement détruit. Les Hongroises et les Hongrois vont avoir un nouveau Premier ministre. Péter Magyar a largement battu hier Viktor Orban aux élections législatives. Une page du pays se tourne, une page de l'histoire de ce pays de 10 millions d'habitants. Et dès sa première prise de parole aujourd'hui devant la presse, le futur Premier ministre hongrois a estimé que le peuple n'avait pas voté pour un simple changement de gouvernement, mais pour un changement de régime complet. Il en a profité aussi pour remercier certains pays. Je remercie tout le monde pour les messages de félicitations. Je note que le Kremlin s'est exprimé, tout comme Pékin. Je les remercie d'avoir accepté avec respect la décision du peuple hongrois et d'être ouvert à une coopération pragmatique, tout comme la Hongrie. Car la géographie, c'est la géographie. Et les relations entre la Hongrie et la Russie vont, à juste titre, évoluer vraisemblablement dans un avenir proche. Le futur Premier ministre hongrois qui demande aussi au président hongrois que la transition se fasse au plus vite
et se passe bien. RFI à Paris, 18h05. C'est une visite hautement symbolique. Le pape est en Algérie. Le représentant des catholiques dans le monde est arrivé dans ce pays à majorité musulmane. Aussitôt arrivé, Léon XIV a rendu hommage aux victimes algériennes de la guerre contre la France au moment des martyrs de l'indépendance. Première étape de Léon XIV à Alger, racontée à la mi-journée par Éric Senanque. Oui, devant ce monument des martyrs, symbole des luttes pour l'indépendance de l'Algérie, le pape a été salué par le cardinal Vesco, l'archevêque d'Alger. Avant de prononcer ses premiers mots de salutation en terre algérienne, me trouver devant ce monument est un hommage à cette histoire de l'Algérie et à l'âme d'un peuple qui s'est battu pour l'indépendance, la dignité, la souveraineté de cette nation, a dit le souverain pontife. Au pied de ce monument de béton qui se dresse sur une colline d'Alger, des centaines de chaises ont été disposées, occupées essentiellement par des jeunes, beaucoup d'étudiants invités par leurs universités ou plusieurs ministères comme celui de la culture. La pluie qui est tombée sur la capitale algérienne n'a pas dissuadé ces nombreux jeunes de venir découvrir le pape Léon XIV. Quelques chrétiens sont présents dans la foule. Une première étape placée sous très haute sécurité. Des drones volent dans le ciel. Des snipers sont visibles également sur les toits des immeubles avoisinants. Le pape qui, après ce premier rendez-vous, a pris la direction de la grande mosquée d'Alger. Éric Senanque qui suit le voyage officiel du pape Léon XIV en Algérie. Le pape se rendra après dans plusieurs pays africains. L'actualité sur le continent africain, au Bénin, Paul Oungpé reconnaît à l'instant sa défaite à la présidentielle d'hier face à Romuald Wadani. Dans un communiqué publié il y a quelques instants, le parti du FCBE et seul challenger de l'actuel ministre de l'économie prend acte, je le cite, de l'avance qui se dessine en faveur donc de son opposant. Les résultats définitifs ne sont toujours pas connus. Paul Oungpé adresse ses félicitations à Romuald Wadani. L'actualité en France où le cimentier Lafarge a été condamné aujourd'hui pour financement du terrorisme en Syrie. Le cimentier Lafarge, mais aussi 8 anciens responsables ont été reconnus coupables aujourd'hui par le tribunal de Paris de financement de terrorisme. C'était dans les années 2013-2014 pour avoir notamment payé des groupes djihadistes afin qu'ils laissent tourner une usine lors de la guerre en Syrie. Son ancien PDG, Bruno Lafont, a été condamné à 6 ans de prison avec incarcération immédiate. Le Japon est en état d'urgence. Nous allons voir cela avec Igor Strauss qui nous a rejoint. Bonjour Igor. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Face à cette vague record d'attaques d'ours contre les humains en 2025, plus de 230, dont 13 mortels, le Japon vient de présenter un plan sur 5 ans. Je le disais en titre, il emploie les grands moyens car il prévoit de chasser plus de 10 000 ours par an. Alors tout d'abord, avec vous Igor, état des lieux, combien d'ours vivent au Japon ? Eh bien, avec 40 000 ours en liberté sur son territoire, le Japon est le pays comptant le plus grand nombre de ces animaux, après le Canada et les États-Unis. 2 des 8 espèces connues vivent dans les montagnes de l'archipel. L'ours brun douce-souris, qui peut atteindre 2 mètres dressé sur ses pattes arrière, et l'ours noir d'Asie, plus petit mais plus dangereux, plus féroce. Depuis 2010, une politique de coexistence avec la faune sauvage avait été mise en place, c'est-à-dire que les hommes et les ours vivaient en harmonie, mais chacun sur une partie du territoire, Adrien. Mais le changement climatique, le réchauffement de la planète et la disparition aussi des aliments dont se nourrissent les ours ont tout changé. Et oui, car sans nourriture, affamés, les ours s'aventurent désormais près des habitations, y compris à Tokyo, la capitale japonaise, si bien que les spécialistes parlent d'une nouvelle génération d'ours urbains, d'ours des villes qui n'ont plus peur des humains. Le plan du gouvernement prévoit donc d'abattre, de tuer 10 000 ours en un an, de former des chasseurs pour qu'il y en ait plus et d'autoriser les tirs en dehors des réserves naturelles, des réserves de chasse. Mais pour certains spécialistes, il serait plus judicieux,
plus malin de les repousser vers leur habitat naturel, les montagnes, et d'en capturer davantage afin qu'ils réapprennent à se méfier des humains. Merci Igor Strauss. Vous revenez quand vous voulez dans le journal en français facile, réalisé ce soir par Valentin Vanet, rédaction en chef Christine Muraté. Radio Foot International est à suivre sur la radio mondiale.